Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'arrive. Pas de panique, je suis là, tout va bien. M'entendez-vous bien? Ne m'entendez-vous pas? Hop, alors attendez. Où est-ce que je suis? Ah là là. On a cru que j'arriverais jamais. Dis donc. Incroyable. Alors, qu'est-ce que quoi? Qui est déjà là? Bonsoir Tipouding, quelle ponctualité, bonsoir Osmosis. Je suis la mère de Sonpert, quelle violence directement dès le dimanche comme ça. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Petit Calix, bonsoir Lou. Bonsoir Mad Monkey. Et bonsoir Kazumi. Et bonsoir Esther. Et bonsoir Dorian. Tu as dit, j'ai pas revu les films, mais je vous écoute en faisant de la calligraphie. Écoute, c'est un très bon programme pour un dimanche soir. Alors, je viens de trouver des vieilles photos que j'ai faites sur un blog à côté d'un article sur Laurent Gérard. Et voilà. Et voilà. C'était une journée qui allait si bien jusque-là. Et finalement, maintenant, tout est foutu à cause de Laurent Gérard. De toute façon, c'est une constante dans la vie. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute des autres. Et, à plus forte raison, de Laurent Gérard. Parce qu'il l'a pas volé. Tu ne vois pas le chat, Kazumi. Le chat est revenu. Très bien. Écoute, c'est le suspense. Est-ce que la musique est encore peut-être un peu fort chez vous ou ça n'est que moi? J'ai l'impression que je l'ai baissé et j'ai l'impression que ça n'a rien fait. Et Tex, oui. Et Tex aussi, oui, effectivement. Et Michel Boujna. Et Michel Leb. Bon, on va peut-être pas épiloguer sur un article sur Laurent Gérard. Un tout petit peu forte. Ah bah écoute, tu me réjouis le cœur, Calix, parce que ça veut dire que c'est pas que moi. Ah, voilà. On est mieux là, non? Hein? C'est pas dégueu là? J'ai l'impression que c'est encore taillé Calix sur son âge, Smodis. Eh ben écoute, ça fait toujours plaisir. Texte que j'ai croisé quand j'habitais à Issy-les-Moulineaux. Eh ben dis donc, Osmosis. Un petit peu l'ami des stars. Un peu le prestige. Bon, ça va vous, sinon? Je suis contente de vous retrouver, ça faisait longtemps. On s'était habitué à un rythme effréné avec les lives tous les soirs sur Soma. Et après, plus rien pendant 2 semaines. Voilà, hop, c'est comme ça. Moi, la constance, j'aime pas trop ça. La régularité et tout, non, j'aimerais pas vous habituer, donc... je connais un peu tout le Gotha. J'espère que tu connais Massimo Gardia, parce que c'est quand même le meilleur. Le Gogolta? Ah, moi j'aurais dit le Golgotha, mais enfin, rien à voir. Ça manque les lives façon Soma. Bah ouais, Tipouding, faudrait que je trouve un autre jeu. Je sais pas qu'est-ce qui sort comme prochain jeu gratos sur le PS Store le mois prochain. Bon, sachant que le mois prochain, de toute façon, je vous ai dit, je suis pas ultra dispo parce que je refais ma cuisine. Bonheur de ménagère, attention. Donc voilà, mais ouais, ce serait pas mal. Sachant que j'ai essayé d'installer tout à l'heure Subnautica sur mon Mac, et non. Voilà. On va pas faire ça. Je l'installerai quand j'aurai un PC surpuissant. Mais pour le moment... Un live travaux cuisine. Bah écoute, Dorian, je peux y songer parce que, par exemple, la semaine prochaine, je vais enlever mon bidet pour mettre ma machine à laver à la place. Et je vais faire ça à l'aide de mes petits bras vigoureux. Alors, je pourrais tout à fait faire un live Bricole Girl. Mais non, on va pas faire ça. Et sinon, on monte ta cuisine comme si c'était un jeu d'énigmes. Écoute, vu le prix que je paye, Tipouding, j'espère que ce sera quand même pas un puzzle game. Ni un escape game. Enfin, voilà, vraiment, j'espère que ça va bien se passer. Souhaitez-moi que tout se passe sans accroc, parce que sinon, ça va vraiment me saouler, en fait. Voilà. Et après, je vais faire que cuisiner tout le temps, quoi. Je vais monter une chaîne cooking et tout, ça va être génial. Au pire, les autres jeux gratuits d'Epic sont moins gourmands. What Remains of Edith Finch. Oui, mais il est pas dispo, je crois, sur Mac. Kazoo.
Ah, peut-être que si. Je sais plus. Je confonds peut-être avec un autre. Bisous Neftis. Comment on arrache son bidet par Dollywood, ouais, voilà. Il est beau le lavabo, il est laid le bidet, tout ça, voilà, on est encore dans des références de qualité. Mais je l'ai pris au moins. Je sais plus, Kazoo. Aucune idée. C'est pas... Ouais, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Je crois pas. Mais c'est pas possible, ça va, je... Mais quoi, c'est à moi que tu parles, Kazoo? Enfin, c'est pas grave, en fait. J'ai pas ce côté compulsif de si c'est gratuit, je prends. J'ai pas cette nécessité. Alors les enfants, il faut que je vous annonce quelque chose qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Plutôt une nouvelle, pour moi surtout, hein, mais bon, je sais que vous y êtes un peu attachés, donc voilà. Je crois que Mugzilla est en train de mourir. Voilà. Mugzilla a fait une chute dans mon évier qui a été un peu fatale, je dirais. Pas complètement fatale parce que vous voyez qu'il est encore vigoureux, mais je viens de le réparer à l'aide d'un scotch de fortune et je constate que ça ne marche pas puisque... Hey, je sais les enfants, mais je sais. Parce que là, actuellement, tel que vous me voyez, je bois ma tisane, mais je m'en fous partout. Voilà. Donc, voilà, il va falloir changer de Mugzilla. C'est vraiment une toute petite fissure, alors j'essaierai éventuellement de trouver de la colle forte et tout, mais je sais pas si vous avez sinon des astuces. Ouais, les meilleurs s'en vont toujours en premier. Voilà, nice guys finish last. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ma punition pour pas avoir pu voir les films. Ouais, c'est ça, tout à fait. Une petite fissure, mais une perte énorme, ouais. Titre. On va ouvrir une cagnotte à Mugzilla pour Dolly. Non, non, mais... Arrêtez de vouloir me payer des trucs. Ou alors, dans ces cas-là, trouvez-moi le jeu Godzilla. Il y a des solutions, normalement, petit Calix. Ouais, non, mais j'imagine. Je vais voir quand je serai en train de raccorder ma machine la semaine prochaine. Faut faire de vraies funérailles. Bah écoute, c'est difficile de faire le deuil de quelqu'un qui est encore là. C'est assez compliqué parce que je le vois et finalement il a l'air presque encore assez vigoureux, mais non, il y a cette petite fissure. T'aurais un Tipeee, t'aurais les moyens. Bah ouais, mais Kazoo, Tipeee, il y a des contreparties, des trucs comme ça et tout. Moi je peux pas, j'ai rien à proposer quoi. Et Utip, ils me répondent pas, ils s'en battent les couilles, donc enfin voilà. Du coup, moi qui au bout d'un moment m'étais dit bon allez, je vais peut-être essayer de... Mais en fait non, parce que c'est trop chiant. Mugzilla dans la cuvette des toilettes comme Jojo le petit poisson. Écoute Kazumi, Jemily, tu fais référence à des choses comme si c'était évident pour moi, mais Jojo le petit poisson, tu sais. T'écris lol, je te file rien, ça passe, cool. TG rageux, je vais mettre ça. T'es pas obligé d'avoir des contreparties, bah écoutez, je vais peut-être faire ça. Et Utip, ouais, ils passent un an en sous-marin, puis ils finissent par te répondre. Ouais, enfin moi, mais en fait, il m'avait déjà répondu, mais il m'avait dit oui, en fait, vous faites rien sur YouTube. Et moi, je suis là, ça va. Je fais pas rien, je fais une vidéo tous les 2 ans. Allô, pardon, voilà. Qualité, quantité, bah moi, je fais ni l'un ni l'autre. Voilà, donc... Tu veux pas proposer aux gens qui payent de venir les maquiller à la truelle selon ta fameuse vidéo? Ah oui. Je sais pas. Utip c'est la merde, bah c'est la merde, oui et non. Sur le principe c'était pas mal, mais j'ai l'impression que du coup Tipeee en plus maintenant fait le système de Utip. Ah Esther, écoute, je vais cliquer sur ton... Enfin je vais pas cliquer sur ton petit lien, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, je regarderai ça plus tard. C'est cool, merci, je vais étudier ça. Parce que je me dis, bon, voilà. À un moment donné on peut mettre... sa fierté et son malaise de côté 5 minutes, et si les gens veulent donner, bah écoutez, allez-y. Hein. Ah ouais, 3 minutes c'est long, Osmosis, mais bon.
Nefty, cette photo de ma frange, mais cette vidéo, pardon, c'est probablement une de mes premières vidéos. Je suis orange dessus, enfin c'est l'angoisse. D'ailleurs en parlant de frange, aujourd'hui la mienne a décidé de faire n'importe quoi, au bout d'un moment il fallait que je... Bref. Écoutez, on est en train de se perdre. On est en train de se perdre. Alors attendez, je vais peut-être aller juste faire un truc. Cartas, ça parle de Tipeee ou Utip. Bah bonsoir Cartas déjà. Bonsoir les nachos. Putain, le mexicanos, ça veut dire mexicanos, mais ça veut rien dire. On parlait des deux, en fait. Je vais juste... Je reviens, je vais juste... putain. Couper le chauffage. Elle a 8 ans, un truc comme ça. Bah ouais, c'est parce que c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues. Alors que... Ils acceptent la fachosphère. Ouais, enfin, de toute façon, j'ai l'impression que Tipeee là-dessus sont pas ouf de clean non plus, non? Il y a quand même des trucs pas géniaux. Personne n'est totalement blanc comme neige. Bon, voilà. Bah écoutez, hein après le point Mugzilla, le point Utip, le point Tipeee. Mais Tipeee, par contre, ils prennent combien? Parce que ils prennent une petite commission, non? Charrette ou pas charrette? Ouais. si, charrette, non mais charrette. 8%. C'est beaucoup, parce que 8% sur... ouais, sur rien. Ouais, enfin... Bref, bon, peu importe. Je réfléchirai au truc. Je ouvre un PayPal et on fera des dons directs. Ouais. Utip, c'est 0, bah ouais. Je sais pas, de toute façon, Utip, voilà. Comme je fais que des... Enfin, comme je fais principalement des trucs sur Twitch, ils s'en foutent, en fait. Enfin, après, c'est legit, hein. Moi, je crois que... je me donnerais pas l'autorisation de récolter des moyens si j'étais moi-même, mais... Ouais, 50 moyens de paiement pour que chacun fasse à sa façon. Non, mais c'est vrai que c'est pas con, ouais. Ouais. Bah, pourquoi pas, ouais. Après tout, pourquoi pas. Ça... Ouais. Ah non, il est vraiment mort, hein. Je sais pas par où il fuit, mais il fuit bien. Ça, je m'en fous de partout à chaque fois. Ça va être génial. Bref. Alors, la charrette. Attendez, je me mets en mode charrette. Non, mais... Qui fuit? Mais Mugzilla, ouais, t'étais pas là, Cartas. Mugzilla est en train de décéder. Rip in peace. Voilà. Voilà. Évidemment, j'ai gardé les images de cimetière. Extrêmement étonnant, hein. On peut dire que je suis incroyable d'imprévisibilité. Bisous Neftis. Oui, Cartas, ouais. Mugzilla, c'est pour ça qu'on a parlé de Utip et de Tipeee, parce que comme ça, et ben du coup, ça permettait de m'offrir un nouveau Mugzilla. Mais voilà, bref. Donc, bye. Donc, double charrette. Alors, jusqu'à présent, quand on a fait des double features, un docteur du mug, bah voilà, si. Non, mais en plus, en vrai, Mugzilla, il est juste gros, hein, il est pas particulièrement beau ni rien. Hein. Mais 100 € pour le Mugzilla. Bref, on s'en fout de Mugzilla, on passe à autre chose. Je suis un peu triste. Voilà, on va parler d'autre chose. Donc, parce qu'on est quand même là pour parler du film, enfin des films, jusqu'à présent, dans tous les double features qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé du premier film et du deuxième, parce qu'on a fait des double features qui n'avaient pas toujours quoi que ce soit à voir, ou en tout cas pas directement. Maintenant,
Là, il s'agit d'un film et de son remake, ce qui fait que du coup, je trouverais ça intéressant de les mettre un peu en parallèle et d'en parler en même temps. On va pas faire une première partie sur l'original et une deuxième partie sur le remake, parce que je trouve que c'est intéressant aussi justement de comparer un petit peu. Sachant que moi j'ai été assez surprise, j'avais pas du tout lu le synopsis, quoi que ce soit. Vous le savez, moi j'aime pas être spoilée, c'est pour ça que je râle souvent. Mais en tout cas, j'aime aborder un film, bon, parfois je sais grosso modo de quoi il s'agit, mais en tout cas, j'ai pas cherché à plus me renseigner que ça. Et j'ai été assez étonnée finalement du coup de tomber plus sur un drame social que sur une histoire véritablement fantastique, comme le titre pouvait le laisser un peu présager avec cette histoire de fantôme. On est quand même un peu sur une façon revisitée d'évoquer le fameux fantôme de Noël qu'on voit souvent dans des histoires justement à Noël, avec cette histoire de vieux monsieur qui se retrouve, qui meurt, qui meurt et puis qui voit toutes les erreurs qu'il a fait et qui n'est que dans le repentir. On est également sur quelque chose qui évoque très très fortement et quasi uniquement la religion. Enfin, quasi uniquement. Oui, voilà. Oui, le fantastique est présent dans la première version Mad Monkey, mais c'est pas l'essence du film. C'est pas le... pour moi, c'est pas le cœur c'est pas le cœur du film, quoi. Le film de Jostrom est incroyable. Ouais, alors écoute, moi, pas assez de charrette. J'ai noté que ça faisait très Dickens, ouais, tout à fait. Et en fait... moi j'ai trouvé les deux versions assez complémentaires. Complémentaires. Elles sont suffisamment différentes du coup pour permettre d'apporter quand même des choses. Alors je suis désolée, attendez, la musique s'est arrêtée. La musique s'est arrêtée. Voilà, hop, ça c'est bon. L'un axe sur Holm et son passé dans le premier, le second est axé sur la sœur. Alors, oui, et disons que y en a un aussi qui rend le personnage de George un peu plus mystique, le deuxième en fait, du coup. Parce que c'est vrai que dans le premier, alors on sent effectivement qu'il se repent à la fin, mais il est vachement moins habité en fait que dans la version du Vivier. J'ai trouvé qu'il y avait plus le côté drame social dans le premier et plus religieux dans le deuxième. Mais niveau réel, narration et tout, ouais, le premier est vraiment ouf. Ouais. Je trouve la première version beaucoup plus audacieuse. Bonsoir King Boo. Eh ben ça va bien King Boo. Ça fait très conte de Noël de Dickens, ouais. Mais j'ai aussi à penser It's a Wonderful Life. Alors je vois pas à quoi tu fais référence, surtout quand l'être surnaturel montre ce qu'aurait donné une vie avec des choix différents. Tu parles de quoi, Mad Monkey, parce que c'est pas clair. Mais effectivement, j'ai beaucoup aimé les effets, en fait, le côté spectral qu'on retrouve dans le premier. Et surtout pour l'époque, je trouve que c'est vraiment un choix justement audacieux que d'avoir misé là-dessus. Je vais chercher mon fromage blanc et mes céréales, fonce osmosis. C'est ce qui m'a le plus mis sur le cul, mais je préfère la narration de Jostrom. Ça pose une atmosphère lugubre que je kiffe vraiment. Oui, et parce que ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le premier, c'est que on ne sait pas tout de suite qui est David Holm. C'est-à-dire que on se dit, bon bah, c'est une sœur de l'armée du salut qui est super vertueuse et tout, donc la dernière personne qu'elle veut voir sur son lit de mort, ça doit quand même pas être le dernier des guignols, quoi. Et en fait, si. C'est dommage, pas de bol. Et du coup, je trouve que toute cette tension à essayer de trouver qui il est, quand on voit sa femme aussi, avec ses mains, les mains incroyables de Madame Holm, je trouve que du coup, ouais, quand on se rend compte de qui il est, ça nous pose le personnage d'une façon complètement différente que finalement dans le deuxième où on n'a pas ce côté conte. C'est-à-dire que dans le premier, c'est vraiment plus un conte. Encore une fois, Calix, je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais dans le deuxième, un peu moins. Dans le premier, à un moment, la mort montre à David Holm... Ah oui, alors, c'est pas la mort. Justement, et c'est ça qui est très important, c'est que du coup, moi, c'est ce que j'ai aussi trouvé très intéressant. C'est que... Quoi, c'est un conte? Non, mais c'est un conte dans le sens... Il y a du conte, Marianne.
Non, mais c'est un conte. Dans le premier, quand Georges raconte cette histoire de charrette, etc., il y a moins ce côté-là, en fait, dans le deuxième. Et c'est surtout que, oui, là où c'est important de souligner, c'est que c'est pas la mort, c'est un serviteur de la mort. Et ça fait aussi, pour moi, référence... Alors ça, c'est peut-être... voilà, c'est l'Ankou. L'Ankou, c'est une légende bretonne où, effectivement, c'est exactement ça, en fait. C'est le serviteur de la mort qui se balade sur une carriole. Et qui fait flipper, qui est super badass. D'ailleurs, j'évoquais il n'y a pas très longtemps le fait que c'était très dommage qu'il n'y ait jamais eu de film fait sur ce personnage-là, parce que c'est hyper classe en fait. J'ai vraiment pas souvenir, c'est fou. Mais alors, il lui montre ce que sa vie aurait été. Mais non, vous parlez de la vision où on le voit sur le bord de la rivière avec sa femme et ses 2 enfants. Ça, c'était avant. Pour moi, ça, c'était avant. Sa vie avant, en fait. Ça montre le contraste. Et d'ailleurs, ils en reparlent dans la version du Vivier après, quand ils montrent la photo où ils sont tous les deux. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas une vision de regarde ce qui se serait passé. Ou alors, j'ai pas compris, mais... Vous foutez pas de moi, c'est pas un conte. Bah si, un peu, moi je trouve. Moi je trouve que c'est un peu un conte. La version du Vivier m'a beaucoup moins pris. Je trouve qu'il reprend le film mais en fait un truc moins bien. Genre la scène de Holm avec la hache bien plus angoissante dans la version muette. Ouais, alors ça c'est lié au fait que la fin est plus abrupte et un peu plus bâclée du coup je trouve dans la version du Vivier, parce qu'il s'attache à des points différents. Mais t'es peut-être trop attaché au film de 1920. Franchement, moi j'ai aimé les deux. Je saurais vraiment pas dire lequel j'ai préféré. Faut attendre 10 minutes avant la fin pour qu'il y ait du fantastique et la fameuse charrette. Ouais, mais petit Calix, moi j'ai pas trouvé que c'était un truc gênant, en fait. Parce que ça constituait une forme d'angoisse. C'est-à-dire qu'on l'imagine, en fait, on l'entend plus avant de la voir. Et c'est ce que vivent les personnages en fait, c'est ce que vivent les personnes qui sont destinées à mourir. Avant même de la voir, ils ne font que l'entendre. Et du coup, pour moi, Duvivier a cherché à nous faire ressentir la même chose. Et je trouve que ça marche bien au final. Je trouve pas que ce soit un souci. Je trouve que du coup, ça se rapproche aussi un peu de, par exemple, le fantôme de l'opéra. On sait que son visage est atroce. Et on le voit pas tout de suite, il y a même certaines versions, j'en ai déjà parlé, où on voit pas du tout son visage. Et je trouve que c'est presque plus angoissant. Enfin, même si j'ai adoré la charrette dans l'original, mais je trouve pas que ce soit un souci. Alors, c'est pas une vision en effet, c'est avant la rencontre avec Georges. Oui, voilà, tout à fait, on est d'accord. Voilà. Vu le taf, la mort est obligée de sous-traiter, c'est clair. Ouais, c'est une multinationale, ah bah ça va vite, hein. Là, on enchaîne, ça bosse. Alors, Cartas, mollo sur les pavés. Tu te calmes, je te vois là, tu te calmes. C'est pas digeste, sinon. Oui, c'était sa vie avant, puis l'alcool a gâché sa vie, exactement. Je trouve qu'on comprend mieux pourquoi Sir Edith aime David, dans lequel, alors que dans la version de 21, c'est juste un gros connard. Ouais, Mad Monkey, on est d'accord. De toute façon, c'est un peu un film sur les hommes sont des connards. Voici une démonstration. Par contre, j'ai adoré les dialogues de la version du Vivier. C'est bien écrit, bien interprété. Petit Calix, on est d'accord. Moi, c'est ce que j'ai marqué. Les dialogues, j'adore ce côté un petit peu argotique et tout. Moi, je suis à fond. Hein. Franchement, tous les films de 40 français, je suis à fond. Moi, j'ai pas compris. Elle l'aime, elle est amoureuse ou c'est plus un truc âme sœur, elle doit le sauver. Écoute, Osmosis, pour moi, c'est plus... elle est amoureuse, en fait. Alors, on comprend pas trop pourquoi. Mais il y a vraiment ce côté amour. Le cadrage est bien, mais comme tout le monde intervient à côté, il y a beaucoup moins ce côté enfermé et angoissant, j'ai trouvé. Mais comme je l'ai dit, j'ai peut-être mauvaise lecture du film, ça m'a moins parlé. Ok, d'accord. Je trouve que le deuxième plus social, en fait, j'ai moins ressenti cet axe dans le premier. Et dans le premier, j'ai juste de la haine pour Holm. Dans le 2, ça reste un connard, mais je comprends le contexte qu'il a plongé dedans. Ah, ouais. Le pouvoir du hors-champ, voilà. Alors attendez, c'est bon, j'arrive. D'ailleurs, dans la version du Vivier, le gars tombe dans l'alcool car au chômage et il est au chômage car malade. Mais dans la version de 21, c'est exactement l'inverse. Ouais. Non mais je sais bien que tu fais ce que tu peux, Cartas, mais juste je préfère le dire direct.
Dans le 2, il y a un mec qui mansplain et qui se fait vite fermer le caquet. Et ça, c'est un vrai plus. Dans lequel... Dans le 2, il y a une suite. Georges, le retour. Le gars qui installe les douches et qui veut expliquer une peinture à une femme. Oui, ouais. Non, il est gentil. Il est très enthousiaste. Parce que j'ai trouvé qu'elle avait vraiment l'air amoureuse. Oui, elle est vraiment amoureuse, ouais. Regarde, rapprochement des corps, ouais. Alors que dans le premier, c'est plus de l'amour religieux. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, dans l'original, on est vraiment plus sur quelque chose qui nous fait croire que c'est religieux, en fait, au début. Que c'est une âme qu'elle voulait sauver, et à la fois on comprend qu'en fait elle est amoureuse. Et d'ailleurs je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait perdu ça dans le deuxième, le côté où justement elle veut s'excuser auprès de David Holm, parce que et bonsoir Maïléa, d'une certaine façon elle a finalement fait en sorte qu'il retrouve sa femme, et donc elle a un peu trahi la femme de David Holm, pour que lui ne parte pas à sa recherche. Et je pense que c'est pour ça qu'elle veut s'excuser, c'est qu'elle se rend compte qu'elle a fait ça dans son propre intérêt. Et que du coup, on n'est pas du tout dans une démarche religieuse en fait. Et que y a aussi cette dimension-là, et c'est pas uniquement une question de rendez-vous, mais c'est une question qu'elle a du coup du recul sur sa condition. Et ça en fait du coup un personnage un peu plus complexe, parce qu'au début on pense qu'elle est 100% pure et tout machin, puis on se rend compte que, en fait, finalement, voilà, elle a quand même essayé un peu d'arranger les trucs pour que ça la serve, quoi. Même si elle savait qu'elle l'aurait pas, même s'il n'était pas question qu'elle ait une relation avec lui parce qu'il était marié et tout, elle a quand même tourné un peu les choses à sa sauce, et je trouve ça mieux que dans la version du Vivier, où en fait, effectivement, elle est... c'est une sainte, en fait, quoi. Et du coup, ça donne un personnage un peu plus lisse, et peut-être un peu trop simple. Par contre, le film du muet, j'avais moins aimé. La fin du muet, j'avais moins aimé parce que c'est comme si on nous pose une règle. Tu dois contrôler la charrette, et à la fin, non, en fait, il le fait revivre, moyen fan. Oui, on est d'accord. D'une manière générale, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'humour dans celui de 41. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il parle comme ça, et parce que tous les petits parlent comme ça. Je trouve ça génial, quoi. Mais après, depuis le début, j'ose pas le dire, mais je pense vraiment avoir préféré le remake. Mais j'ai vu le premier, il était genre 2 heures, j'ai sans doute loupé des trucs. Non mais Kazoo, y a absolument aucun souci à préférer le remake que l'original. Hein. Alors là, pas de ça chez moi. Je crois beaucoup plus que le bâtiment est un refuge dans l'armée du salut dans la version du Vivier que dans le petit appart de la version de 21. Ouais, effectivement, Man Monkey, c'est vrai que ça fait un peu hôtel de passe. C'est un peu péché d'aimer un homme marié. Ouais, Osmosis, mais ce qui est pas très très clair, c'est que j'ai l'impression que c'est des sœurs, mais pas trop. Genre, c'est pas vraiment des bonnes sœurs, quoi. Genre, elles sont vertueuses, mais bon, elles ont le droit de... Hein. Dans les deux, la fin, c'est dommage que la règle soit pas respectée, juste parce que c'est son pote. Ouais, absolument. Alors, il y a quand même aussi un truc qui m'a gênée, moi. Justement, on va en parler, c'est que... dans les deux versions, c'est... voilà, l'histoire... voilà. En gros, tu tapes ta femme... Bah, c'est pas très grave. Bon, voilà, il y a... bon, voilà, à la limite, ça va passer. Par contre, on voit que ta femme va se suicider et va tuer tes enfants. Là, par contre, c'est une bonne raison de revenir et de finalement se délaisser des lois de la mort, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a cette notion de suicide, et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de, du coup, très religieux, très catholique, c'est que le suicide, non. Là, par contre, effectivement, le mec, on va le faire revenir, on va le faire revivre, et là, il va éventuellement sauver la situation. Et il va avoir une seconde chance, alors que, en fait, il en a déjà eu une, et qu'il l'a gâchée, et qu'il a quand même tapé sa femme. En fait, du coup, moi, c'est ça qui m'a un peu gênée aussi, quoi. C'était un peu le truc, genre, oh là là, il faut que tu reviennes les sauver, mais en fait, mec, c'est toi qui as foutu la merde, de base. Donc, fais pas genre le chevalier blanc, alors que c'est toi qui est à l'origine du problème. En quoi ils disent que taper sa femme, ça va ? Parce qu'en fait, il va en tôle, effectivement, mais la question de le faire revenir, c'est-à-dire qu'il a le droit à une seconde chance dans la mort pour éviter le suicide. Mais alors qu'en fait, il a déjà péché avant, quoi. Enfin, pour moi, tu vois, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Je kiffe les costumes de l'armée du salut dans le 2. Ouais, même dans le 2, dans le remake, mais dans l'original, leur petit col et tout, c'est très joli.
Oui, elle est très sanctifiée. Sanctifiée, peut-être, du coup. Presque christique dans le Duvivier. Ouais, tout à fait. Un personnage, il y a un moment que c'est une sainte. Ouais, tout à fait, Osmosis. D'ailleurs, un peu blasphème. Sans la narration en flashback, ça fait la rédemption qui est vraiment rushée. Ouais. Edith est trop pure pour ce monde, c'est clair. Niveau scénario, je préfère la version du Vivier, mais visuellement, je préfère l'original. Ouais. Je trouve ça plus clair dans le remake. Tout à fait. C'est l'armée du salut, donc protestant. Ok, d'accord, autant pour moi. Pas des bonnes sœurs catholiques. D'accord, ouais, bon, le religieux, du coup, quoi. C'est pas un ordre religieux strict, voilà, ok, d'accord. Je suis pas très au courant de tout ça. Et pourquoi c'est David et pas Sœur Edith qui revit? Ouais, puisque, en fait, là, en plus, concrètement, il y a quand même 2 meufs qui se sont sacrifiées pour lui. Pourquoi? Pourquoi lui? Enfin, pourquoi est-ce qu'il mérite ça? Il y en a une qui est morte à cause de lui, dans les 2 versions. Alors, dans la première version, c'est un petit peu plus clair. Dans la deuxième version, c'est juste qu'elle a pris froid, mais c'est pas directement ses germes à lui, enfin, possiblement, mais voilà. En plus, le mec est quand même une sombre merde dans les 2. Il dit objectivement qu'il tousse sur les gens pour les rendre malades. Et voilà, non, il a le droit quand même de revenir d'entre les morts, alors que c'est une merde, quoi. Après le 1, niveau scénar, la non-linéarité, c'est une bonne idée, mais j'ai tout vu venir à l'avance. Dès qu'on le voit boire. Oui, bah, c'est assez... Ouais. Le gars, il est pourri, il bat sa femme, il rend malade Sœur Edith et il survit, le bâtard, c'est clair. Non mais... Et alors le passage quand même avec la hache, effectivement, bah complètement Shining, on est d'accord que c'est pas un hasard, quoi. Mais je pense pas... Enfin... Il mérite une seconde chance, mais il en a déjà eu une, en fait, Calix. C'est ça que je trouve ouf, c'est que quand il sort de tôle, il se dit, bon, allez, c'est bon, je vais retrouver ma femme, et là, il se rend compte qu'elle s'est barrée, alors que, bon, c'est quand même un peu compréhensible, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, le mec... le mec est quand même un poivreau qui fait rien et qui est en plus violent. Ah, ça a été revendiqué par Kubrick? Ok, je ne savais pas. Mais bon, voilà. Voilà, là en fait finalement il se rend compte qu'elle s'est barrée, là c'est vraiment une grosse salope, alors du coup bah, je vais la retrouver pour lui péter la gueule, quoi. C'est sérieux, quoi. Ah, je trouve ça incroyable, quoi. Le gars arrête pas d'avoir des nouvelles chances. Ça plus l'autre, alors dans le film de Duvivier il s'appelle Gustave, celui qui décide, enfin qui se retrouve séduit par Sœur Edith et qui a 2 doigts de retomber dans l'alcool parce qu'il se rend compte qu'il l'aura pas, parce qu'elle est pas amoureuse de lui. Mais si merde, les gars, quoi. Enfin, putain, c'est vraiment le stéréotype du nice guy, là, genre, voilà, bah attends, regarde, j'ai été sympa, je me suis enrôlée dans l'armée du salut pour toi, pourquoi est-ce que tu veux pas me rouler de pelle? Putain, bah ta gueule, quoi. Pardon, je suis désolée, ça m'a énervé. Ça m'énerve. Alors, voilà, bref. Je trouve ça triste. Invariablement, à la fin, Sœur Edith meurt. Voilà, génial, quoi. Tout ça pour ça. Tout ça pour qu'en plus, dans la version du Vivier, c'est ça qui est encore pire. C'est que dans la version du Vivier, il reconnaît, il se rend compte qu'il a toujours aimé Sœur Edith. Mais il va quand même retourner avec sa femme parce que, bon, bah, l'autre, elle est morte. Du coup, bon, bah, il pourra pas la voir. Donc, bah, faute de mieux, on va retourner avec maman, quoi. C'est ça à la fin, quoi. Quelle est la morale de ce truc-là? Dans la version de 21, il est super moche. Ah, bon, je suis pas tout à fait d'accord. Mais je le trouve mieux avec sa moustache, par contre, dans la version de 21. Et par contre, il est extrêmement bien rasé dans la version de Duvivier. Ah, c'est reparti pour Louis XVI. Et dans les autres remakes, ça donne quoi? Je sais pas. Je sais plus combien il y en a en tout, d'ailleurs. Il tousse volontairement sur ses propres gosses. Dans le 2, tu te dis qu'il... qu'il dit de faire par provoque. Ouais, je sais pas, parce que bon... il y a quand même ce moment où il envoie chier tous les gamins à la Saint-Nicolas, donc tu supposes qu'il a pas l'air d'en avoir quoi que ce soit à foutre des enfants. Surtout que les gars comme ça, on le voit un peu dans le film, et surtout on le voit en vrai, mais ce sont des connards
ce genre de connard alcoolo change pas. Kazumi, je suis pas sûre qu'on puisse faire de généralité sur les gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Trop beau gosse dans le remake, pas assez ravagé par l'alcool. Bah ouais. Enfin, en tout cas, on le voit au tout début, en fait, où il commence à connaître George, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'évolution physique, quoi. 98 ans plus tard, le comportement d'Emma n'a toujours pas évolué. Non, et j'ai même envie de dire qu'il régresse un peu. Il est moins charismatique que dans celui du Vivier. Ah, tu trouves, T-Pudding? Moi, je le trouve pas extrêmement charismatique dans celui du Vivier. Je le trouve plus impressionnant dans l'original. Ah ouais. Puis dans du Vivier, il y a un moment, il y a Edith qui dit il faut aimer les gens qui en ont plus besoin. Ah ouais, vraiment. Globalement, pour les femmes, c'est pas Jojo ces films. Non, mais de toute façon, l'époque était pas formidable. L'époque est toujours pas beaucoup mieux. Mais les femmes sont là pour ça. Pour se sacrifier, en fait. C'est le message. Les femmes sont là pour se sacrifier pour les hommes. Même quand ils ne le méritent pas. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous, les mecs qui avez vu ces films, vous vous rendez compte que ce sont des messages qui ont toujours été réellement véhiculés au premier degré. Et je me demande ce que ça ferait si vous voyez des films qui vous poussaient à faire ce genre de choses. C'est... voilà. C'est notre quotidien. C'est-à-dire que notre vie vaut moins. Objectivement. Là, c'est vraiment le message. Notre vie vaut moins. C'est-à-dire que là, deux vies de femmes valent la vie d'un homme qui décide de gâcher la vie de tout le monde. Ce qui est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que... c'est un film chrétien, les cathos et les protestants sont d'accord pour taper sur les femmes. Ouais, tout le monde en général, hein. Déjà une pub Gillette qui leur dit « Hey, vous pouvez faire mieux ?» Ouais, ça fout le feu internet, c'est clair. C'est peut-être parce que je connais l'acteur de Division. Oui, alors il m'a fait un peu penser à... Ah si, comment il s'appelait cet acteur français qui est mort depuis... Qui est mort il n'y a pas extrêmement longtemps, enfin peut-être il y a quand même 5-6 ans maintenant, qui faisait des doublages pour les Simpsons et qui jouait dans Les Charlots. Ah, aidez-moi. Aidez-moi parce que je ne sais plus. Alors. De Funès, putain, petit Calix, je vais te taper, quoi. Je vais vous taper Bourville, mais merde. Tex. Mais j'ai trouvé que dans les deux versions, les jeux d'acteurs étaient très justes. Et j'ai trouvé d'ailleurs que dans la version de 1921, on était sur un jeu de muet qui était beaucoup sur la retenue, en fait. Et vraiment, j'adore le muet, quoi. Je trouve ça formidable. Ça me fait plaisir à chaque fois que j'en vois. Je trouve ça génial, tout ce qu'on peut faire passer par le langage corporel, par le regard. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Gérard Rinaldi, merci petit Calix, tout à fait. Ouais, bah, il ressemble grave à Gérard Rinaldi. Vous trouvez pas? Je sais pas, hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même un jeu qui était quand même assez sobre, mais que j'ai trouvé très juste. Ils instaurent un mystère autour de la charrette que je trouve et je trouve ça chouette. Oui, voilà, c'est ce que je disais, Kazoo, hein, le fait que le fait que ce soit pas quelque chose qu'on voit tout de suite, notamment effectivement avec tout ce passage autour de la vieille femme qui l'entend et qui devient folle et qui en plus joue très très bien, c'est-à-dire que elle est pas complètement zinzin, complètement illuminée, c'est juste qu'elle l'entend et qu'elle sait ce que ça veut dire, quoi, au fond. Et le fait qu'on la voit marcher seule dans la neige et tout, j'ai trouvé ce passage super intéressant parce que ça n'apporte rien dans l'absolu à la narration, mais ça nous fait attendre encore un peu plus cette histoire de charrette, quoi. Et c'est aussi peut-être de se dire que la charrette, c'est dans la tête. Non, mais enfin, en tout cas, que c'est cette angoisse et que quand tu sens que la mort peut venir à tout moment, tu te mets à réfléchir et à vivre différemment, quoi. On voit ses mains et... ou alors il est hors champ, on voit juste ses mains.
Enfin ouais, le fait qu'on voit juste ses mains qui jaillissent comme ça et qui lui disent voilà, prisonnière, sors de ta prison. Le perso de la vieille femme est top, ouais. La charrette c'est dans la tête, ouais. J'aurais dû bosser dans la pub, je suis désolée. Plus d'un millénaire d'emprise de la religion, ça laisse des traces sur une société, tout à fait. Bon après, il n'y a pas que la religion qui impacte comme de la merde, mais voilà. La deuxième fois, quand la mort prend le pote de Holm... Ah, George. Ah oui, mais en fait, je pense... Enfin, on l'entend, on le voit pas intervenir. On le voit pas sortir de son corps, George. On voit juste qu'il sait ce qui va lui arriver, mais on le voit pas mourir parce que justement, je pense qu'ils veulent pas nous montrer que c'est peut-être lui enfin, pour qu'il y ait un espèce de suspense sur le fait que ce soit lui le conducteur de la charrette, mais on sait très bien que c'est lui, quoi. J'adore le personnage de George, ouais. Ouais, mais il est incroyable. Puis le fait qu'il soit surnommé l'étudiant et tout, vraiment, il a une aura particulière dans le remake que j'ai trouvé bien plus intéressante. Le personnage est beaucoup plus développé que dans l'original, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment... ouais, je vais bouffer l'écran, mais complètement. C'est ce regard-là, incroyable. Je suis un peu tombée amoureuse. Ouais, quand il demande de l'argent, mais ouais, et puis alors j'ai noté cette phrase, le travail ça fatigue, ça salit et ça déshonore. Je trouvais ça très, très juste. Voilà, le travail c'est de la merde. Non, puis là, ouais, vraiment il est hypnotisant, quoi. On en parle de la moustache de George. On peut en parler, mais il n'y aura pas de mauvaises choses à dire. C'est carrément anti-travail quand même, ouais, tout à fait. Et le sens chronologique, ça donne l'impression que le film est une grosse tragédie, sauf la happy end. Ouais, enfin, ouais, du mal à trouver que c'est une happy end, mais oui. Très belle cette moustache, je suis jaloux. Ouais, non mais... non, c'est effectivement la grande classe. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, j'ai marqué les femmes qui se sacrifient pour les hommes, ça on est d'accord. Mais ouais, j'ai quand même noté que le dénouement était un peu rapide, quoi. Alors, d'ailleurs, moi, je m'attendais... Alors, moins dans le deuxième, parce que bon, bah forcément, je connaissais déjà l'histoire, je savais que ça allait pas se passer comme ça, mais moi, j'avais vu une fin beaucoup plus dramatique pour le premier, parce que moi, je m'attendais à ce que, du coup, Holm devienne le conducteur de la charrette, et que les premières victimes, ou en tout cas les premiers corps qu'il allait ramasser, seraient ceux des deux femmes qu'il a aimées. Et de ses enfants, potentiellement. Alors que bon, pour la sœur, c'est pas possible, parce que forcément, elle allait venue se faire chercher par, par ceux de là-haut. Mais pour sa femme, ça aurait été complètement possible. Mais je trouve ça... Enfin, j'aurais trouvé ça beaucoup plus juste, quoi. Cette fin aurait été tellement bien. Mais ouais, ça aurait été atroce, quoi. Ah, on est d'accord. C'est genre, voilà, quoi, en fait, tu n'échappes pas à ton destin, et même si tu te rends compte, et même si tu as tenu du bout du doigt la rédemption, et que quelqu'un est mort pour ta rédemption, et bah ça fait rien, en fait. Si t'as été une merde, et que t'as eu en plus plusieurs chances avant ça, et bah tant pis, quoi. Tant pis, c'est comme ça, mais oui, il aurait fallu distribuer les mouchoirs. Moi, je voyais le truc venir, en fait, hein, je me suis dit, oh là là, putain, les enfants. Les enfants, parce que, voilà, une mère qui tue ses enfants dans un film. Bon courage, hein, 1921, allez, salut. C'est la fin que j'attendais pour le remake, ouais. Et après, vu la façon dont était travaillé le personnage de Sœur Edith, je me suis dit, c'est impossible que la fin soit comme ça. Je me suis dit, voilà. C'est bien plus cohérent avec le lore et le personnage, tout à fait. Ouais, mais alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal de personnages plus développés. Parce que regarde, Kazu, par exemple, le frangin aussi est plus développé, parce qu'on voit sa fiancée. Justement pour en plus montrer à quel point il gâche sa vie, alors qu'il avait finalement tout pour être heureux, quoi. Enfin, tout signifiant une femme.
puisque manifestement, il vaut mieux en avoir une, parce que sinon, bah, de toute façon, il y aura personne pour vous sauver, les gars. Voilà, désolé. Suicide et infanticide, ma gueule, yeah. Yes, grosse ambiance. Ça se trouve, c'est cette fin dans l'autre version suédoise. Bah écoute, Cartas, va falloir qu'on regarde. Mais dans le remake, le fantôme de Sir Edith qui regarde le couple homme, c'est too much. Ouais, Mad Monkey, on est d'accord. Là, ça fait vraiment fin à l'américaine, tu sais, genre... Oh, tout ça, je ne suis pas morte pour rien. Bah... Tu parles d'une consolation, quoi. C'est marrant, dans les 2 films, la vraie repentance se fait par le mari qui pleure devant sa femme. Ouais, absolument. À partir du moment où il pleure, banco. Tes larmes me font me dire que, effectivement, tu te fous pas de ma gueule. Le frangin, dans le premier, on voit pas pourquoi il va en prison. On voit pas, non. Mais cela dit, dans le deuxième non plus. On nous dit juste qu'il a tué quelqu'un. Il y retourne en fait. Dans le 2, enfin dans le remake, il y va une première fois alors qu'il est accusé à tort. Et en fait après il y retourne parce qu'il a vraiment tué quelqu'un. Arrêtez d'être des masques toxiques et pleurer devant les gens que vous aimez. Tout à fait. Et n'attendez pas de pleurer pour vous faire pardonner quelque chose. Hein. Parlez de vos sentiments même quand il n'y a rien à sauver, quoi. Hein. N'attendez pas qu'il y ait quoi que ce soit à sauver pour dialoguer. Je verrai ce remake. Ok, bah moi, Cartas, je pense aussi, ça m'intéresse en fait. Et maintenant, j'ai envie de voir tous les remakes qui ont été faits. Ouais. Elle aurait dû lui mettre un bon coup de pelle, putain, c'est clair, quoi. Ouais. Mais la première fois, on sait qu'il est accusé à tort, et ça, j'ai bien aimé comme développement de personnage. Oui, T-Pudding, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la première fois, on voit que c'est vraiment son frère qui l'a un peu amené à de la merde, parce qu'il lui a bourré la gueule un peu à son insu. Il lui a dit, allez, vas-y, je te paye un coup, je te paye un coup, je te paye un coup. Résultat, son frère est à moitié rebou. Et il y a un mec qui l'use, en fait, hein, qui abuse de lui pour le faire passer pour le meurtrier. Mais ensuite, on se rend compte que ça, le fait d'avoir été emprisonné à tort, alors c'est aussi un petit peu un truc anti-prison, hein, en quelque sorte. Parce que c'est la prison qui lui aura donné ce sentiment d'injustice et qui s'est dit... qui se dit, en fait, du coup, son frère le dit très justement à un moment donné, tant qu'à ne pas avoir de travail, tant qu'à être rejeté par tout le monde parce que j'ai fait de la prison, et ben autant que je commette vraiment un crime, parce que sinon, je suis perdant sur tous les tableaux. Et donc c'est là qu'on voit qu'effectivement sa psychologie commence à changer et qu'on voit comme une sorte de maladie que lui aurait donné George, pas George, enfin bon, indirectement, mais David, comme cette maladie qui lui aurait refilé et qui le pourrit de l'intérieur et qui, dans un premier temps, effectivement, le fait en sorte qu'il soit emprisonné à tort, mais ensuite fait en sorte qu'il soit emprisonné à raison parce qu'il aura tué quelqu'un. Je sais pas si c'était très clair. Mais j'ai trouvé du coup que c'était très intéressant, quoi. Contre la prison, contre le travail, contre tout, quoi. Hein, voilà, on n'aime pas la société, ça pue du cul. N'attendez pas de tuer quelqu'un avec la tuberculose pour ouvrir le dialogue. Absolument, tout à fait. Ah, voilà. On dialogue beaucoup mieux quand on ne tousse pas, d'ailleurs. La maladie et la corruption avancent en parallèle, tout à fait. Et Edith prend tout sur elle. Je trouve la descente en enfer des persos plus réalistes dans le remake. Oui, et alors il y a quand même aussi cette image très frappante dans le remake. Quand David rentre chez lui et qu'il est en bas de l'escalier et qu'il voit cet escalier avec de la lumière en haut, il y a vraiment ce côté un peu retour du purgatoire, retour des enfers, retour à la vie et retour au positif, en fait, cette notion de gravir cet escalier. Et bon, c'est un peu too much, comme la fin avec Sir Edith et tout, mais j'ai trouvé ça chouette quand même. Enfin, bon, j'ai trouvé que ça passait bien, quoi. L'élévation de l'âme, tout à fait. Georges est appelé l'affranchi dès le départ, ouais. Oui, mais le frère, pour le coup, lui, est pas du tout corrompu au départ, quoi.
Je pense que trouver la version suédoise de 58 sera une belle galère. Bah écoute, Carthès, ça sera notre fardeau, ça sera notre croix. Et je t'aiderai à la porter, bébé. Et on trouvera. T'inquiète pas. Mais c'est intéressant, effectivement, du coup, de voir les différences et la façon d'aborder les choses. Effectivement, la version du Vivier est peut-être plus simple, en tout cas un peu simplifiée dans la narration. Mais j'ai trouvé qu'elle ne manquait pas d'intérêt quand même, quoi. Le frère et sa meuf dans le deuxième, c'est tellement les innocents niais. Oui, enfin en tout cas, elle est tellement amoureuse, quoi. Elle ouais, mais c'est vraiment cette fraîcheur et je pense que c'est aussi une façon de rappeler un peu que David et sa femme sont passés par là aussi et que l'innocence peut être corrompue. Même la plus fraîche, même la plus pure, et ben en fait, elle peut être corrompue et que finalement, le mal s'insinue partout. Je vais devoir me taper la VOD. Bah écoute, Kazoo, non, tu taperas juste le passage où t'es parti. Pas obligé de tout re-regarder. Oui, c'est un écho de leur passé quelque part, tout à fait. C'est surtout que ça permet de jouer sur le contraste et de ne pas oublier que ils étaient pas malheureux de base, quoi. Parce que c'est vrai que sinon ça fait très noir, voilà. Mais oui, Man Monkey, c'est ce que je viens de dire, exactement. On est d'accord. C'est hyper relou de boire dans Mugzilla maintenant qu'il est en train de mourir. Hein. Vous ne voyez pas, mais j'ai une petite assiette en dessous parce que sinon je m'en fous partout. Je lis mes notes, j'écris David Holm, drivé par le désespoir. Trop de Startup Nation, c'est clair. Ouais, il a disrupté son bonheur, quoi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui! Alors, autre petite métaphore, peut-être que je vais chercher trop loin. Mais pour moi, la charrette, c'était aussi la métaphore. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Métaphore de l'homme guidé par ses bas instincts. Et il est déjà mort, en fait. C'est comme une sorte... Voilà. C'est-à-dire qu'il est un peu... il mène son corps et sa vie un peu comme le chauffeur de la charrette, c'est-à-dire il erre sans but. Avec un but un peu pourri, quoi. Mais c'est vraiment ce côté... ouais, sa vie, finalement, il est déjà mort, quoi. Voilà, il est déjà dans la charrette, quoi. Alors, c'est peut-être des lave-vaisselle fantômes... Hein? Quoi? Moralité du film à bas le patriarcat, bah oui, maintenant on le voit comme ça. Mais même encore maintenant... Et le chauffeur de la charrette, du coup, il travaille, ouais, c'est ça. Donc voilà, finalement, Georges, à la fin, bah, il travaille. Et en plus, il va cravacher 2 fois plus parce qu'il décide de se sacrifier pour son pote. Ouais. Mais je trouve ça... Ouais. Bon, je trouve ça un peu facile, quoi. L'autre, il lui dit, ouais, écoute, t'es mon pote, j'ai foutu la merde dans ta vie, donc vas-y, tiens, tu reviens. C'est pas lui qui décide, en plus, quoi. Je trouve que c'est un peu balèze, quoi. Enfin, non, je suis désolée. Moi, j'aurais été la mort, ça aurait été averto direct, hein. Alors là, la prise d'initiative au travail, c'est bien, mais il y a un moment donné, faut pas non plus désobéir à l'ordre établi. Bon, voilà, il faut quand même respecter sa hiérarchie, putain, merde. La mort, quoi. Si t'es la mort et que tu peux même pas te faire respecter par tes sous-fifres, où ça va? Suffit d'être trop féminin et on considère que le film n'a jamais existé. Hein? Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, bah, bouh là, dis donc. Qu'est-ce que je fais? Oui, oui, non, enfin bon, voilà, le patriarcat, c'est pas réglé, hein. Spoiler alerte. J'avoue, le mec est là depuis 1 an, il se permet déjà de faire des trucs sans l'avis d'aucun manager. Bah ouais, non, mais sans l'aval, pardon. Ouais. Ah bah oui, là, c'est chaud, hein. Le mec est en CDD, en plus. C'est-à-dire que le mec est en train de renouveler son CDD tout seul. Ça ne se fait nulle part. Je suis désolée, il va y avoir un problème avec les RH. Hein. Et alors là, ça peut aller au prud'homme. Ça peut aller très loin. Ça peut prendre des proportions... Bon, hein. Voilà, on sait très bien. Je suis d'une humeur à balancer des chaises, très bien. On est toujours d'humeur à balancer des chaises. Balancer des chaises, c'est toujours une très bonne idée. En même temps, Georges va pas se faire tuer pour une petite libération d'âme.
Bah... Non, de toute façon, il peut pas mourir. Mais... Rien à voir, mais j'ai retrouvé l'astuce pour réparer Mugzilla, le faire tremper dans du lait pendant 48 heures. Je pense que tu te fous de ma gueule, la Calix. Et c'est bien la preuve que Georges est un anarchiste des RH. Bah, je pense qu'il est anarchiste de à peu près tout. Quand il nettoie les lits, il y en a un qui dit l'humanité, il faudrait la flamber en 1940. J'ai trouvé ça... Oui. Oui, Osmosis, tout à fait. Je l'ai pas noté, mais j'étais là. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller sur ce terrain-là? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment l'époque pour faire ce genre de blague, voilà. Enfin, tu vois, j'étais là genre... Ouais. Cela dit, encore un personnage super intéressant, ce médecin. Je trouve que du coup, toutes les âmes perdues, en fait, sont hyper intéressantes dans le 2, dans le remake. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et il y a un truc avec les douches dans la version 40 aussi, oui. Enfin, en tout cas, l'accent est mis beaucoup sur les douches. Hein, c'est la fierté. C'est peut-être trop tôt, ouais. Too soon. Mais j'ai trouvé que du coup les personnages étaient quand même plus fouillés et plus intéressants et avec des vraies lignes de dialogue captivantes. De la même façon que du coup ça fait plus de sens sur la raison pour laquelle il y a altercation entre David et ses camarades quand ils sont en train de picoler dans le cimetière et que du coup... il y en a un qui lui dit écoute attends sœur Edith moi je suis une merde mais elle s'est toujours bien occupée de moi et si jamais je devais faire quelque chose pour elle je donnerais ma vie pour elle parce que c'est une sainte et du coup on comprend mieux pourquoi il se vénère et pourquoi effectivement du coup il en vient à le tuer. Bon c'est quand même un peu fort qu'il meurt comme ça, c'est vraiment genre pouf je te pousse et ça y est t'es mort, oups. Mais je trouve que du coup dans le 1 ça fait un peu moins de sens, alors, tu comprends pourquoi mais voilà, alors que dans le remake, c'est mieux amené en fait. La fierté d'une société qui détruit ses citoyens, on peut les faire plonger comme David Holm, ça fait sens. Ouais, tout à fait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, t'as ce côté, c'est pas parce que t'es dans la rue et c'est pas parce que tu es dans la misère que ça veut dire que ta vie ne vaut rien et qu'elle n'a jamais rien valu, quoi. C'est-à-dire que ça peut toucher tout le monde. Et le message est quand même assez fort, quoi. Eh ben écoute, Calix, je verrai pour cette histoire de lait. Est-ce que ça marche avec du lait avarié? Parce que je crois que j'ai une bouteille de lait qui est plus bonne, mais si je peux m'en servir pour ça, du coup... en plein milieu, je suis désolée. Et dans le 2, il y a quand même... Et dans le 2, c'est le 2, quoi. Corcarlen, le retour. Il y a quand même la scène de ouf de la prière collective. Ouais, tout à fait. Elle est dingue. Cette scène-là est dingue. Ouais. La prostituée qui s'auto-condamne dans la scène de prière, ouais, et puis alors ça fait très évangélisme, là, on a l'impression d'être dans une émission de talk-show américain, quoi. Il y a un mec qui arrive en mode je bats ma femme et tout le monde, c'est pas grave. Ouais, c'est un peu, oui. C'est l'ouverture de la parole en mode allez, t'inquiète. Gaffe à ce qu'Elvis boive pas le lait tourné. Il s'en fout un peu du lait. Hein. C'est pas un vrai chat. C'est des Quakers à ce niveau. Non, mais en fait, tu sens ce côté, cette transe en fait. Et du coup, tout le monde, tout le monde est en train de scander. Et du coup, la parole s'ouvre et du coup, voilà, ils disent qu'ils sont tous des merdes et qu'ils ont vendu leur corps. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement la prostituée qui dit Dieu m'a fait comprendre que mon corps était une maison et moi j'ai vendu cette maison, à n'importe qui et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était marrant la façon dont c'était dit, mais... Oui, c'est encore une chance donnée à David de s'ouvrir et de se repentir, mais non. Là, il décide de se foutre de la gueule de tout le monde, en plus ouvertement. C'est-à-dire que, plutôt que de dire, bon, c'est pas trop mon truc, votre histoire de réunion, là, tout ça, bon... Moi, vous savez, la religion, bon... Bof, et ben non, ils se foutent de leur gueule, quoi. Et ça se fait de vendre des maisons jusqu'à preuve du contraire, c'est pas honteux. Non, tout à fait. Voilà. Donner des maisons à des gens qui ne méritent pas, se faire voler sa maison, c'est de la merde. Mais
vendre la maison, tant que c'est à bon prix et que les termes du contrat sont correctement respectés par tout le monde, il n'y a aucun souci. Parce que c'est ta maison. Voilà. Moi, je me suis posé des questions parce que tous ceux qui font des révélations avaient à chaque fois... Hein? Avant, à chaque fois, tu vois, une sœur... Ah, voilà, putain, je comprends rien à ta phrase, petit pudding. Tu vois une sœur qui chuchote des trucs à l'oreille? Ah, tu te demandais si c'était pas mis en scène? Ah, je sais pas trop. Je pense que c'est plus une façon de convaincre... Enfin, tu vois, elle commence à instaurer le dialogue et à faire en sorte que le message passe mieux. Je suis pas sûre que ce soit une mise en scène, mais après, ça pourrait, hein, parce que justement, dans les trucs d'évangélisme... il y a des... Et notamment même par exemple tous les charlatans, les soigneurs, les choses comme ça, c'est des choses qui se font, mais vu l'ambiance globale du film, ça m'étonnerait que ce soit ça qui est sous-entendu. Ouais. Parce que moi je suis pas sûre... Enfin, je vois à quoi tu fais référence, notamment au mec en fait. Le mec qui commence à parler là, effectivement en fait il parle avec une sœur avant, mais je pense que c'est plus parce que peut-être elle le sent un peu faiblir et que du coup elle commence à dialoguer avec lui et que là du coup il se dit ah oui oh là là ça y est, effectivement il est temps que je m'engage, il est temps que cette vie de débauche et de débâcle de cesse. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah écoutez ouais, j'ai souligné beaucoup la violence justement dans la relation de David Holm et de sa femme dans l'original, notamment justement effectivement avec la scène de la hache. C'était dur. J'étais pas particulièrement préparée. C'était compliqué, mais j'ai trouvé ça très bien fait, très bien joué en fait. Ce moment où elle s'évanouit et en fait, lui, il va, entre guillemets, la sauver, en tout cas s'agenouiller à son chevet, et il lui dit, bah ça va être vachement plus dur pour te barrer maintenant. C'est atroce, quoi. C'est vraiment une merde, mais infinie, quoi. C'est pour ça que il mérite pas, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est atroce, c'est que il mérite pas, et sa famille ne mérite pas qu'ils reviennent d'entre les morts pour continuer à les emmerder, quoi. Parce que là... En fait, tout le film, ça a été une démonstration de dire, regardez, il a eu des chances de se repentir, il a eu des chances de comprendre potentiellement là où il avait merdé, il n'a jamais compris. Donc on sait très bien, quoi. C'est tellement genre, ça m'énerve. Voilà. Surtout ce qu'on sait sur les femmes battues et tout, la difficulté que c'est de se barrer, et l'autre conne de bonne sœur, là, qui juste parce qu'elle veut le garder à côté de lui, lui ramène son mari en lui disant, oh regarde, oh non, franchement, je te jure, franchement ça va mieux, on lui a pris une douche, on lui a mis des jolis vêtements, je te jure que ça va je suis sûre que ça va bien se passer en fait, tout ça juste pour elle. Pas une bonne sœur, hein. Alors, les trois sont entourés par des sœurs avant, mais je me suis posé la question comme c'est un truc classique d'évangéliste. Ouais, mais T-Pudding, ce serait du coup une sorte de parti pris négatif. Et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de parti pris négatif dans le film de Duvivier. Mais à vérifier. Elle est trop bien et horrible cette scène, ouais. Il y a un truc que j'ai trouvé génial dans le remake. C'est que dès que la plante fleurit, on commence à entendre une femme tousser dans le fond dans toutes les scènes où Edith apparaît. Ouais, mais c'est jamais elle avant un petit moment. Et on l'attend en fait, parce qu'on sait... Bon, en plus, quand t'as déjà vu le premier, tu sais que ça va arriver, mais... T'as oublié le... Ouais, mais au fond, c'est un bon gars. Bah oui, c'est pas de sa faute. La maladie, le chômage, l'alcool, tout ça, c'est pas facile. Surtout qu'il demande pas à revenir, juste qu'on vienne sauver sa famille. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve, nom de Dieu? Ouais. Ah, puis alors, là, dans le remake, cette scène, justement, quand ils sont dans les champs, là, et que lui veut retrouver sa femme, et que Sœur Edith l'amène à elle, et qu'il lui dit « Ah, mais vite, Sœur Edith, hâtez-vous, car l'amour n'attend pas !» Et que, genre, il a super envie de retrouver sa femme, et qu'elle, en plus, est en train de tousser, qu'elle tombe et tout. Cette scène est atroce, elle est hyper dure, parce qu'on voit qu'elle est quand même poussée à bout.
Et que là, il la balance en lui disant « Ouais, bah tu vois, et voilà, ça y est, David Holm dans la place, je vais aller lui péter la gueule et ça sera de ta faute et tout. » Ça, je trouve que cette scène était... Mais... Et quand t'entends, du coup, la charrette, et que tu sais après que c'est Georges qui a essayé de le mettre en garde, parce que, encore une fois, on lui donne toutes les possibilités de trouver le problème dans sa vie, mais que jamais il ne décide de se remettre en question. Jamais. Eh ben non. Pour moi, ça, c'est pas un mec qui mérite de revenir d'entre les morts. Non. Tu vas voir, c'est qui le vrai David Lafarge. Putain, c'est clair, quoi. Ah ouais. David Lafarge Pokéholm. Et après ça, elle l'aime encore. Non mais c'est ça, Mad Monkey, ça qui est incroyable, quoi. Même après ça, elle l'attend, quoi. C'est cette scène, ouais, et ce retournement à la fin en mode gros bâtard. C'est... Ouais, et en même temps, du coup, tu trouves... Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça fait vraiment, genre... Voilà, la double face... Puis c'est aussi, je sais pas, autant d'occasions à Sœur Edith de se dire... Oh, c'est peut-être un con, quand même, en fait, hein. Enfin, je vais pas... Et j'ai trouvé, par contre, que dans l'original, la scène... où il détruit sa veste est beaucoup plus forte que dans le remake, où au final, en plus, dans le remake, il montre qu'il est assez séduit parce qu'il la regarde et il lui dit « On peut rien vous refuser à vous ». Et on sent qu'il est touché quand même. Alors qu'en fait, je trouve que dans l'original, il est vraiment en mode connard de ouf. Genre, il regarde un peu sa veste et il est là « Ouais, bah tu sais quoi, moi je m'en fous et tout, je la préfère quand elle est déglinguée, ma veste, parce que je suis trop un hedgeos, quoi. » Ça me fait des pulsions de violence, j'ai envie de casser des trucs. Encore envie de crever des yeux en écoutant Converge. En fait, je pensais pas que débriefer ces films me les ferait moins apprécier quand on expose verbalement à quel point il pourrait condamner Holm. Alors attends, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que ça fait moins apprécier le film ? C'est quand même des films qui nous ont fait ressentir plein de choses, du coup, et dont on a plein de choses à discuter. Je pige encore moins l'amour que lui porte Edith dans l'original. Oui, Mad Monkey, d'autant que c'est quand même moins souligné, je pense que c'est peut-être aussi pour ça, c'est moins souligné dans le premier. C'est-à-dire que dans le remake, elle le dit tout de suite, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup moins survolé que dans le 1. Ça fait un point négatif. D'accord. Bah écoute, en même temps, c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est ça qui est cool. Mais Dieu aime tous ses enfants. Il faut toujours se repentir. Et puis voilà. Bon, il faut pas trop taper sa femme et rendre ses enfants malades, mais sinon c'est pas trop grave parce qu'à partir du moment où tu pleures, du coup, ben ça va. Parce que si t'es un mec et que tu pleures, ça veut vraiment dire que t'es au bout du rouleau, quoi. Donc du coup, voilà. Moi, je kiffe toujours autant le muet. Ça permet à Edith d'atteindre le paradis, et Georges de se repentir aussi, et David de changer les choses, oui. Ça arrange pas mal de monde. Bah, on imagine que David change, mais bon. Dieu, il pourrait aider Edith. Bah ouais, après, en même temps, ben, Dieu, il doit être bien content, parce que elle s'est sacrifiée, quoi. Qui pleure, bah ouais, non, c'est ça, c'est un truc de chochotte, hein. Le paradis à 20 ans. J'ai vraiment pas beaucoup d'éducation religieuse. Moi non plus. C'est pas quelque chose. Enfin bon, voilà, quoi. C'était cool, quand même. C'était chouette, en fait, je trouve, de faire un film et son remake. D'autant qu'en plus, là, c'était un film muet et son remake parlant. Et en plus, du coup, pas les mêmes pays et tout. Donc, enfin, il y a vraiment un côté réinterprétation que j'ai trouvé très intéressant. Faudrait qu'on refasse ça. C'est peut-être drogue et nachos. Ouais. J'espère qu'il y a plus de nachos que de drogue, parce que franchement... sinon, relou, quoi. Pas envie de tester. De toute façon, on sait très bien qu'aucun de nous n'ira là-bas. Hein.
t'es mal barré, hein. Enfin, moi, en tout cas, moi, je suis un enfant de Satan, donc moi, c'est foutu. J'ai déjà ma place qui chauffe en bas. Au paradis, il y a un salon exprès pour redescendre. Wesh. Tu me connais pas, ok. Si tu es pour l'émancipation des femmes, il y a forte chance pour que ça pue du cul. La prochaine fois, on fait un film et son remake par le même réel. Non, tu te calmes. Non, Carta, s'arrête. On va pas faire ça à chaque fois. Ce sera pas un double feature la prochaine fois parce que ce sera pour dimanche d'après, donc ça sera juste un seul film. J'ai eu un peu de mal à voir les deux, donc si on refait ça, on pourra choisir un film sans mec relou. Bah écoute, T-Pudding, moi je ne savais pas. Comme je l'ai dit au début, j'ai été moi-même surprise par la teneur du film. J'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet justement de parler de masculinité toxique. C'est, bon voilà, toujours l'occasion d'en parler. Parce que même si on a la chance sur les lives, dans le Discord, d'être plutôt entouré de mecs qui sont éveillés là-dessus, bah on peut quand même supposer, comme la plupart des mecs qui ne sont pas non plus intégralement formés et ouverts sur tous les sujets. Donc c'est toujours bien de rappeler. Pour les gens qui ne participent pas forcément et qui regardent, etc. C'est toujours l'occasion. Comme c'était hyper intéressant aussi la discussion qu'on a eue après, quand j'ai parlé là du coup de l'épisode sur le planning familial dans Big Mouth, la discussion qui s'en est suivie était super intéressante. Et voilà, il faut ouvrir le dialogue là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant qu'un film de 1921 et un film de 1939 puissent faire ça. Plus de charrettes, moins de mecs relous. Les deux films sont intéressants, mais j'ai tellement eu envie de taper mon ordi en les regardant. Écoute, T-Pudding, si à tout moment, si jamais c'est trop éprouvant pour toi, ne te force surtout pas. Des débriefs, il y en aura plein. Et si à un moment donné, c'est trop dur, non, c'est pas la peine de te forcer, hein. Mais c'est sûr que je retiens surtout le muet dans son atmosphère, sa narration et ses effets spéciaux, ouais. Bah moi les deux, là franchement vraiment, encore une fois je leur dis, j'ai pas de... Enfin c'est pas que j'ai pas de préférence, mais voilà. Je trouve des points positifs et négatifs dans les deux en fait, donc du coup... Polymagou, t'es trop dur pour nous. Ouais, ça a été vraiment le boss de fin de niveau, hein. On n'a pas encore réussi à le savater, mais peut-être. Peut-être courant 2019. Non, mais évidemment qu'on a envie que toutes les meufs se barrent. On n'a pas envie que ces meufs-là gâchent leur vie, quoi. Sacrifient leur vie, et pourtant c'est ça. Donc encore une fois, ben voilà. Effectivement, pour la prochaine fois, pas un film où il s'agit encore de meufs qui se sacrifient pour des mecs qui ne méritent pas. Mais hélas, au cinéma, si vous vous y arrêtez un peu, eh bah c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Ouais, techniquement, Madame Holmes se barre et c'est très fort comme geste, ouais. Et puis alors on voit qu'en plus elle est pas bien, mais elle a décidé quand même de se barrer. Alors, elle revient... Non. Non, Mad Monkey, elle revient pas. On la force un peu à revenir, mais... Hein, c'est pas d'elle-même qu'elle le fait en disant « Oh, mon mari m'attend, machin. » Non, il y a quand même... Parce qu'elle fait confiance. En tout cas, dans l'original, elle fait confiance à une autre femme. Et là, c'est la trahison de la sororité, quoi. Là, c'est atroce, quoi. C'est... Ouais. C'est pour ça que c'était dur aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé très dur dans le 1. C'est vraiment... Finalement, les femmes sont mises en concurrence en plus, quoi. Même si la sœur paraît un peu bien sous tout rapport et qu'elle ne cherche pas à lui voler son mari, on sait quand même pourquoi elle le fait. Non, Calix, je suis pas sur du kaiju là. J'en ai marre que tu proposes ça à chaque fois. T'es relou. Je trouve ça génial qu'elle se casse alors que l'autre con est en tôle. Ouais. Bah oui, elle a bien raison. Elle voudrait peut-être que la femme de Holmes finisse par se faire amocher, histoire de garder Holmes pour elle après.
Ah ouais, alors... se faire amocher, non, je pense pas. Je pense pas qu'on était quand même sur une logique aussi perverse que ça. Mais je pense que l'idée, c'était justement que lui ne parte pas, parce que dans le premier, dans l'original, il lui dit... Je suis obligée de partir parce que je suis à la recherche de quelqu'un. Et en fait, elle se dit, ah ben non, mais il faut pas qu'il parte. Du coup, ça veut dire que, voilà, le truc, c'est que sa femme vient la voir en lui disant, vous savez, la personne qui recherche, c'est moi. Et du coup, là, elle se dit, ah, ok, il y a peut-être une solution. Non, il va pas réussir à me dégoûter des kaijus, mais on en a fait quand même quelques-uns, et j'aimerais bien qu'on fasse des choses plus variées, quoi. Enfin voilà, c'est bien de changer, quoi. Faut pas qu'il parte, ce serait tellement dommage, bah oui. Ça aurait été trop bien que le film s'arrête là. Bon bah salut. La meuf t'en a plus rien à foutre. Ça aurait été trop bien, quoi. Bah oui, bah écoute, vas-y. Et que là le mec se dise, ah mais non, mais en fait je l'aime, je vais rester. Bref. Enfin bon. Ah, c'est compliqué. Des films de luchador, mais... Petit Calix, je te rappelle que c'est moi qui choisis les films que j'ai envie de voir. Et je vais pas choisir que les films que toi t'as envie de voir. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'on choisit pour dimanche prochain? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais un truc... Ah bah merde. Il y en avait un que j'avais envie de voir, j'en avais parlé. Je suis l'edgelord du Discord. Ah là 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 là. On notera quand même qu'à la fin, il y a toujours la tuberculose. Bah oui. Si ça se trouve, il va contaminer toute sa famille. Mais il a déjà contaminé à moitié. Enfin, en tout cas, dans le premier... Ah oui, alors à quoi j'avais pensé J'avais mis... Il y a un film que je voulais voir. C'est quoi ça? Non. Ah, je voulais... Ah putain, je l'ai pas mis dans mes envies. Attendez. Je suis désolée, je cherche. Je suis désolée. Watchlist. Ah voilà, Next of Kin. De Tony Williams, 82. Une histoire de maison hantée. Voilà. Voilà. Next of Kin. Next of Kin. Alors, je vous mets leur fiche. Hop là. Voilà. Ça se soignait tellement bien qu'Edith en est morte. La tuberculose, ça déconne pas. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est quoi? C'est dans une maison de retraite. Une fille lit le journal de sa mère. Et peu de temps après, des événements qui sont mentionnés dans le journal de sa mère commencent à arriver à sa fille. Un journal maudit. Ça a l'air bien. J'espère que c'est au moins au niveau de Devil Story. Je pense. J'espère qu'il y aura beaucoup moins de cheval quand même, hein, parce que... Encore beaucoup de problèmes avec ce cheval et ce vieux. Ça reste un souvenir traumatisant, clairement. Mais en tout cas, j'ai bien envie de voir ça. Voilà. Ça a l'air sympathique, tout à fait, voilà. J'ai une longue semaine qui m'attend. J'avais pas particulièrement envie de partir sur quelque chose d'extrêmement lourd, voilà.
S'il y a une maison... Si c'est une maison de retraite, je sais qu'il y a une histoire de momie et d'Elvis, je connais. On le débriefera pas, celui-là j'ai déjà vu, Booba Otep, mais... 82, le film Cartas, ouais. Ah, bon, c'est ça. On se trouve ça, et puis on se fait ça, sachant que... bah, du coup, après, ça sera la fin, quoi. Enfin, ça sera la fin. La meuf dramatique. Ça sera pas la fin, mais c'est juste que ça sera le dernier débrief avant une petite pause. On essaiera de déterminer ce qu'on regarde après, mais moi j'aurais probablement effectivement même pas dans l'absolu trop le temps de regarder des films. Ce sera pas la fin, ça finira jamais. Mais j'aurais pas trop le temps de regarder des films, ou en tout cas prendre des notes et tout, donc on fera des contre-streams. Bah ouais, bah ça va être un peu chiant pour moi pendant 2 semaines du coup, parce que vraiment j'aurais pas de temps pour moi, mais voilà. Mais donc bon, on verra comment on s'organise, mais voilà, normalement le 21 février, ça devrait être mieux. Ça nous permettra d'avancer encore plus vite dans Buffy. Voilà, très bien. Vous ferez ça. Mais voilà. Mais en tout cas, next of kin pour la semaine pro, déjà. Hein, on se fait ça. Il n'y aura pas de... Je suis désolée, il n'y aura encore pas de Screening Skull parce que je travaille en fait mardi prochain. Et mercredi, j'installe ma machine à laver dans ma salle de bain. Enfin bref, ça va être le bordel. Donc voilà, je n'aurai pas de jour de repos la semaine prochaine. Donc voilà, bien évidemment, ça compromet un peu le reste. Et je pensais vous faire éventuellement des streams sur Horizon. Mais en fait, j'en parlais un peu sur le Discord tout à l'heure. Et pour le moment, c'est encore le bordel et je maîtrise pas suffisamment le jeu pour que ce soit fluide et agréable pour vous. Parce que l'arc et tout, ça me gonfle un peu. Mais c'est cool quand même, mais c'est un peu chiant. Donc, du coup, je sais pas trop si je le streamerai, quoi. Enfin bon, voilà, on verra. Il y en a, ils travaillent, quoi, c'est nul, c'est clair. Ouais. On a dit, le travail, ça fatigue, ça salit et ça déshonore. Bah, je suis bien d'accord. Rip les screening... Mais non, pas Rip les Screening Skull. Pas rip du tout. En revanche, c'est juste que... En plus, comme maintenant, il y a potentiellement un cadeau à la clé, j'ai pas envie de vous faire ça n'importe comment. Donc je préfère, en fait, m'y remettre quand vraiment j'aurai le temps. Et là, c'est compliqué, quoi. Je sais pas... Je suis pas, voilà. Je suis pas dispo dans tout ce que ça implique, ou quelque forme que ça prenne. Je suis pas trop dispo pour ça, donc voilà. Ça parle de Buffy, ouais. Bah on a fini, mine de rien, le débrief aura quand même duré assez longtemps. On avait pas mal de choses à dire sur la charrette fantôme. C'était cool, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein, j'espère que même pour toi, T-Pudding, c'était pas trop éprouvant non plus. Mais parce que c'est vrai que bon, c'était quand même un peu éprouvant sur certains points. Mais c'était cool, ouais. On fera plus de muets, hein. On peut pas continuer les débriefs parce que je suis complètement charrette. Non, enfin bon, les débriefs ça reste plus facile. Les Screening Skull, c'est vrai que c'est moins simple parce que bah, ça demande à ce que je prépare à l'avance. Et voilà, c'est pas toujours quelque chose que j'ai la force de faire en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut faire avec. Mais c'est pas fini, ça reviendra. Tu dois voir le remake encore avant. Ok, Lou. Ouais, bah, effectivement, on voit tout ça avant de regarder la VOD. Mais ça sera sur YouTube demain soir. Et de toute façon, c'est dispo sur Twitch immédiatement. Donc voilà. Pour les films muets, est-ce qu'on peut tous les regarder et faire les débriefs d'ici mardi? Parce que bon, j'ai un cours à remplir. Tiffany, ne dis pas ça parce que Cartas va péter un câble. Un jour, on fera le Napoléon de Gans. Ouais, ça sera pour le 100e film. T'es ultra relou, Cartas. T'es ultra relou. On va être 2 en plus à le débriefer, quoi. C'est genre, personne n'a le temps. Personne n'a le temps.
C'est juste que passer autant de temps à regarder le même film, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Même toi t'en peux plus de toi Cartas, mais tu sais c'est pour ça qu'on t'aime Cartas, c'est pas grave. C'est pas grave bébé. Bon bah les gars, les filles, on va se quitter là, sur cette petite musique d'ambiance. Et puis, à tout de suite sur le Discord, à tout de suite sur Twitter, à tout de suite partout. Je le redis pour les personnes qui ne sont pas sur le Discord et qui nous regardent silencieusement, bah, n'hésitez pas à venir. Lien pour Next Stuffing sur le Discord. Merci Mad Monkey, toujours à fond. Donc voilà, c'était très cool. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis donc, en tout cas pour les streams, à dimanche prochain. Bisous bisous.